Je me déhanche ou je me déhanche pas? On y va? Qu'est-ce que je vais faire de mes mains? Je vais mettre derrière mon dos. Allons-y. Bonjour, bienvenue dans 101%. Nous aurons au sommaire aujourd'hui Brinks en critique de jeu, ma foi tout à fait, ce sera le test concocté par notre petite équipe des No-Lifiens. Bien entendu, nous aurons aussi Oscillation et Autoplay Sample. Et puis finalement, comme chaque jour, je vous propose de retrouver les news maintenant. Voici enfin le premier trailer du prochain volet de la saga Tekken, intitulé Tekken Tag Tournament 2. Dans cet épisode, on abandonne le 1 contre 1 pour aller vers des combats en équipe, à l'image de ce que propose Marvel vs Capcom ou le dernier Mortal Kombat. Malheureusement, cette vidéo ne contient aucune image de gameplay. C'est une simple cinématique, mais quelle cinématique! Pour le moment, on sait simplement que le jeu sera disponible dans les salles d'arcade au Japon en septembre 2011 et que, bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, une version console serait attendue pour courant 2012. Un nouveau trailer du tant attendu Diablo 3 est à chaque fois un petit événement, tant Blizzard est avare en informations sur son prochain gros titre. Et aujourd'hui, c'est un peu la foire aux nouvelles informations, avec la présentation des compagnons. Des PNJ vous accompagneront en effet dans vos aventures. Ils sont au nombre de 3. L'Enchantresse combat à distance avec ses multiples sorts, la Crapule vous épaule avec son arbalète, et enfin, le Templier fonce dans le tas avec sa hache. Ces compagnons sont également personnalisables avec une gestion de leur équipement assez poussée. Diablo 3 se fait donc sérieusement attendre, et ça tombe bien, une bêta est prévue pour les mois qui viennent. En revanche, le titre n'a toujours pas de date de sortie pour le moment. À No Life, on aime beaucoup ce qu'a fait BioWare avec la série des Star Wars. Knights of the Old Republic est l'un des meilleurs RPG jamais faits, et c'est un plaisir de voir BioWare de retour sur cette licence. On va donc en remettre une couche avec The Old Republic. Aujourd'hui, c'est l'inquisiteur Sith qui nous est dévoilé. Avec ses attaques à base d'électricité, sa maîtrise du sabre et sa capacité à manipuler les esprits, aucun doute que cette classe saura s'attirer les faveurs des rôlistes les plus fourbes. Pour y jouer, il faudra attendre encore quelques mois pour une éventuelle bêta, qui sait. Quand est-ce qu'ils vont nous remettre le PSN dans 7 jours normalement ou 8 jours? J'en peux plus, j'ai fait baisser mes stats à Badco, c'est un enfer. Parce que j'ai joué un peu en ayant bu trop de coca, si vous voyez ce que je veux dire, et du coup j'avais plus que 30 kills à faire pour avoir un ratio de 1, et maintenant, après cette fameuse soirée qui était la veille, avant que ce foutu PSN tombe, et ben j'avais 100 kills de retard, donc je suis repassé à 0,98 en ratio, je suis dégoûté, là ça fait 2 semaines et demie que je peux pas jouer, ça m'énerve. Bon, alors du coup on va regarder la critique de Brinks, parce qu'en plus de ça, vraisemblablement c'est un FPS mélangé avec du Mirror Edge, alors comme je connais pas le jeu, je vais le regarder avec vous, parce que je pense que je vais en apprendre des bonnes. Dans le petit monde des FPS multijoueurs, Splash Damage est loin d'être un débutant. Après avoir réalisé une partie du multi de Doom 3, le studio londonien créa la série des Enemy Territory, franchise revisitant divers univers comme Wolfenstein et Quake, avec son propre gameplay axé majoritairement sur le travail d'équipe. Mais malgré la qualité de leur travail, Splash Damage n'a pas pu créer un univers de toutes pièces. Cette injustice est désormais réparée avec Brink, leur nouvelle production.
Comme toujours avec ce studio, c'est un FPS axé sur le multijoueur avec un système de classes. Mais l'originalité de ce titre, c'est d'incorporer une grosse dose d'acrobatie façon Mirror's Edge à sa composante principale, le shooter. On se souvient que le jeu de DICE n'avait pas beaucoup de gunfight et aucun mode multi, se concentrant plus sur la plateforme et son mode solo. Brink prend le parti inverse, beaucoup de fusillades et une dimension multijoueur développée. Alors, le nouveau titre de Splash Damage réussira-t-il l'exercice délicat du mélange des genres, ou ne sera-t-il qu'un énième FPS de plus? Nouvel objectif, frère. Vérifie tes objectifs. Il y a 40 ans, nous avons fondé l'Arc. Dans un futur pas si lointain, une cité insulaire nommée l'Arc fut érigée. À l'origine, elle aurait dû être le fleuron du développement durable et de la haute technologie. Mais le destin, ou plutôt les hommes, en ont décidé autrement. Le réchauffement climatique faisant fondre les glaces et monter le niveau de la mer, les continents sont rapidement totalement submergés et les populations obligées de fuir pour survivre. Les plus malchanceux disparaissent en mer sur leurs embarcations, quant aux autres, ils trouvent l'Arc. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés, loin de là. Les créateurs de l'Arc, bien obligés d'accueillir les réfugiés, ont dû faire des sacrifices. Adieu l'écologie et le confort à toute épreuve. Les populations fraîchement accueillies vivent dans des parties de l'île spécialement créées pour eux. Des taudis pour être plus précis, où la maladie et la pauvreté sont le lot de tous. Le monde extérieur ne donnant aucun signe de vie, la direction de l'Arc interdit à quiconque de quitter l'île. Le contexte et l'univers sont excellents. En plus d'aborder des thèmes actuels, comme le réchauffement climatique et ses conséquences, les développeurs nous permettent de choisir notre camp au début du jeu. On aura donc le choix d'intégrer la résistance, cherchant à s'enfuir de l'île pour rejoindre le monde extérieur, ou la sécurité de l'Arc, cherchant à faire régner l'ordre à tout prix. Peu importe la faction choisie, on vit les mêmes événements, seul le point de vue change. Mais c'est justement ça qui donne toute sa saveur au scénario de Brink. La première mission, qui pour la sécurité consiste à récupérer un haut dignitaire victime d'un enlèvement, sera pour la résistance de protéger cette personne, en réalité une taupe infiltrée chez les dirigeants. Grâce à ce procédé, il n'y a aucune once de manichéisme dans le jeu. Loin d'incarner les méchants, la sécurité tente de préserver les habitants de l'Arc du monde extérieur, qui n'est pas un endroit où il fait bon vivre, comme semblent le croire certaines personnes. Malheureusement, le scénario de Brink n'est pas phénoménal. Attention, il n'est pas mauvais. Il n'est simplement pas du tout mis en avant par les développeurs. Les très rares cinématiques servent surtout à illustrer le déroulement des missions, mise en scène très efficacement. On peut trouver dommage que Splash Damage ait privilégié l'aspect multi et le gameplay au détriment du scénario, alors que l'univers des pins est excellent. Ceci dit, il vaut mieux ça qu'un scénario totalement raté comme on en voit souvent. Retournez à la sécurité. Nous découvrirons les plans de ces terroristes, quoi qu'il en coûte. Nous allons enfin triompher. Avant de songer à acheter Brink, il faut absolument savoir une chose. Le mode solo n'est en réalité qu'une version multi avec des bots, comme l'avait fait Unreal Tournament 3 par exemple. Alors certes, on peut regretter l'absence d'un véritable mode histoire, avec ses fabuleuses cinématiques et sa tension allant crescendo. Mais si Splash Damage, spécialiste du FPS multijoueur, avait fait comme tout le monde, on aurait eu le droit à quoi? Des QTE à foison comme dans un Bulletstorm, des scripts ne s'activant pas comme dans Homefront, un gameplay simplifié à l'extrême comme dans SOCOM. En l'état, le mode solo de Brink nous fournit une énorme dose de fun, pas de couloirs étriqués comme dans la majorité des shooters actuels, ici on évolue dans les mêmes maps que le mode multi. Les niveaux sont bien construits, avec pas mal de chemins alternatifs que l'on peut emprunter en fonction de sa corpulence et des objectifs placés aux quatre coins de la map. Pour pouvoir explorer chaque recoin des niveaux, il faudra utiliser tous les mouvements mis à votre disposition. De ce côté, Brink s'inspire clairement d'un Mirror's Edge. Durant un sprint, vous pouvez effectuer une glissade ou encore vous accrocher à un rebord après un saut. Ce parti pris donne une saveur particulière à Brink, un peu comme si Mirror's Edge avait eu le droit à son mode multijoueur. Et pour faciliter la vie des joueurs peu habitués à ce type de gameplay, Splash Damage a incorporé une fonctionnalité nommée Smart Button, située sur la touche LB de la manette Xbox 360 ou L1 sur PS3. Ce bouton vous permet non seulement de sprinter, mais aussi d'interagir avec le décor en fonction de votre position. Envie de passer sous cette porte? Pas besoin d'appuyer sur B, vous glisserez automatiquement si vous sprintez. Besoin de monter sur cette caisse? Pas de problème, vous vous hisserez automatiquement sans avoir à appuyer sur A. Le Smart Button fonctionne assez bien, mais une fois les commandes intégrées, essayez de jouer sans. C'est tout de même beaucoup plus fun de réaliser une belle action grâce à ses petits doigts que de laisser bêtement une touche enfoncée. Mais malgré cette palette de mouvements disponibles, ne vous attendez pas à une dimension Yamakasi aussi prononcée que dans Mirror's Edge. Vous pourrez certes glisser et faire quelques acrobaties, mais n'imaginez pas effectuer un free running comme dans le titre de DICE. Pas de course sur les murs, pas de marche sur une poutre en équilibre, les combattants de Brink font pas le figure à côté de Face. De toute manière, même si nos personnages pouvaient exécuter ces mouvements, ils seraient vite limités par le level design.
Si les développeurs ont décidé que vous ne passerez pas cette grille, vous ne la passerez pas, point. C'est extrêmement frustrant dans un jeu censé prôner la liberté de mouvement, et on ne sait jamais vraiment si on ne parvient pas à se hisser sur cette plateforme parce que l'on joue mal ou parce que les développeurs l'ont décidé. Après chaque mission, on peut modifier la corpulence de son personnage pour qu'il soit lourd, moyen ou léger. Cela n'aurait pu être qu'un détail dans beaucoup d'autres jeux, mais cette fonctionnalité est au centre du gameplay de Brink. Un personnage lourd sera extrêmement résistant et pourra utiliser toutes les armes. À vous les joies de la Gatling et du lance-grenade. L'inconvénient, c'est qu'il sera très peu mobile, en plus d'être lent, ses acrobaties se limiteront à quelques glissades et sauts. Ce type de personnage est utile pour défendre une position, ce qui arrivera régulièrement durant une mission. Le personnage léger en est l'opposé total, ne pouvant porter que des armes peu volumineuses comme les pistolets mitrailleurs ou les revolvers, et mourant très rapidement, il ne faut surtout pas l'utiliser pour bourriner. Non, son utilité est tout autre. Vous êtes très rapide et extrêmement mobile. Par exemple, après un premier saut, vous pouvez exécuter un wall jump vous autorisant à explorer des zones inaccessibles aux autres joueurs. Un personnage léger s'avère idéal pour bon nombre de tâches, comme rapporter des documents à un endroit précis. Enfin, le personnage moyen est, comme son nom l'indique, polyvalent. Il peut manier l'ensemble de l'arsenal, excepté les armes lourdes, et même s'il ne peut pas exécuter de wall jump ou atteindre la vitesse d'un personnage léger, ses capacités acrobatiques sont suffisantes pour lui permettre d'exploiter le décor. Ce changement de gameplay en fonction de la corpulence de votre personnage est une excellente idée, puisqu'il vous oblige à réfléchir à votre stratégie, tout en permettant à chacun de jouer selon ses envies. Brink se base également sur un système de classes, au nombre de 4, que l'on peut changer en cours de mission. Le soldat sert dans le cadre des objectifs de destruction, en posant des charges explosives, sautant au bout d'une trentaine de secondes sur des barricades ou des portes. Il se charge aussi du ravitaillement en munitions de ses équipiers. Enfin, à la place des grenades, il lance des cocktails Molotov plus puissants. Le médecin remet sur pied ses coéquipiers tombés au combat, à condition qu'ils soient toujours conscients et pas morts. Dans le cadre des missions d'escorte, il relève les VIP s'ils ont encaissé trop de dégâts. Il peut également améliorer d'un segment la santé des membres de son équipe. L'ingénieur pose des mines et des tourelles sur le terrain et sert dans tout un tas d'objectifs. Réparer une grue, ériger une barricade, enlever les explosifs et les dispositifs de piratage avec son gel. J'ai désamorcé la bombe. Améliorer les dégâts qu'infligent les armes de ses coéquipiers est au nombre de ses attributs spécifiques. Enfin, l'opérateur peut prendre l'apparence d'un ennemi mort tant qu'il ne tire pas et n'agit pas sur un objectif et s'avère plus qu'utile dans les objectifs de piratage. Même si le choix d'une classe est primordial pour résoudre les objectifs, son importance s'arrête là. Mis à part leurs capacités spéciales, toutes les classes sont identiques et se jouent de la même manière. Mêmes armes, même résistance, elles sont toutes similaires. Ce constat est un poil décevant, sachant que les autres titres avec un système de classe, Team Fortress 2 en tête, créent un véritable gameplay pour chacune d'entre elles. L'exemple le plus flagrant et le plus énervant concerne l'opérateur. Prendre l'apparence d'ennemis pour mieux les assassiner par derrière, ça c'est un spy de TF2 tout craché. Avec son arsenal peu puissant et ses faibles points de vie, il fallait la jouer extrêmement fine pour espérer survivre. Dans Brink, l'opérateur se joue comme toutes les autres classes. On ne ressent donc aucune tension à être derrière les lignes ennemies. Sans aller jusqu'à copier la concurrence, Splash Damage aurait pu marquer un peu plus la différence entre les soldats et les ingénieurs pour que l'on ait véritablement l'impression de devoir jouer différemment quand on change de classe. Pour faire passer la pilule, les développeurs ont poussé assez loin la personnalisation du personnage, même si au fond, seule la corpulence entre en compte dans le gameplay. On lui choisit tout d'abord son propre look, coiffure, traits du visage, vêtements et même tatouages et cicatrices. Le nombre de combinaisons possibles est assez impressionnant et avoir son propre combattant est plutôt amusant. Et ça ne s'arrête pas là, il faut ensuite choisir son armement en fonction de sa corpulence bien entendu. Ensuite, il faudra sélectionner leurs accessoires. Silencieux, chargeur étendu, puissant zoom. Les possibilités sont encore une fois assez élevées. Mais pour pouvoir personnaliser comme on le souhaite son personnage, encore faut-il avoir débloqué différents items. Pour cela, il convient de finir le mode défi. Assez court, ce mode regroupe 12 missions divisées en 4 catégories, nous permettant de nous familiariser avec le gameplay de Brink. Et même s'il constitue plus un tutoriel qu'un challenge de taille, on ne lui en tiendra pas rigueur tant une initiation en douceur est essentielle. Comme son nom l'indique, l'objectif à la chaîne consiste à changer de classe constamment afin de réaliser des objectifs précis. Dans Parcours, il faut passer par toutes les zones lumineuses en respectant le temps imparti en utilisant ses capacités acrobatiques. En tant qu'ingénieur, vous devrez réparer et emmener un robot jusqu'à la fin du niveau dans la catégorie escorte. Enfin, vous devrez défendre votre poste de commandement et repousser les vagues d'ennemis dans Défense de la base. Après avoir fini un match, vous gagnez de l'expérience et, le cas échéant, un niveau, ce qui permet alors d'acquérir une nouvelle capacité. Elles sont classées en 5 catégories. Certaines peuvent être utilisées constamment alors que d'autres sont liées à une classe spécifique. Variées, utiles et nombreuses, les débloquer est un vrai plaisir.
On passe de simples troufions à surhommes, pouvant recharger en sprintant tout en regardant autour de lui quand il remplit un objectif. Mis en avant par les développeurs, le système d'objectifs de Brink se révèle finalement décevant. Il n'y en a qu'un seul affiché sur l'écran, que l'on désigne au préalable grâce à une roue des objectifs. Mais même s'il peut y avoir plusieurs objectifs se déroulant simultanément, un seul est véritablement important, comme détruire une barricade ou réparer un robot. Les objectifs secondaires sont soit des doublons de l'objectif principal, nous demandant d'escorter un soldat pour qu'il accomplisse sa tâche, soit totalement inutiles. Capturer un poste de commandement apporte seulement des bonus minimes et pas un point de respawn supplémentaire. Loin d'être original, cette roue des objectifs fait plus office de cache-misère. Tout n'est pas acheté pour autant. Le déroulement des missions est excellent. Pour gagner, les attaquants doivent accomplir 2 ou 3 objectifs, comme faire sauter une porte, puis libérer un otage. Mais si les défenseurs les empêchent d'accomplir leur première tâche, la mission s'arrête là. La tension est donc permanente, et l'issue d'une mission n'est jamais jouée avant la fin du chrono. Il n'est pas rare qu'un opérateur réussisse à pirater votre objectif principal durant les 30 dernières secondes. L'une des premières choses que l'on voit dans Brink, c'est son style graphique atypique. En plus d'adopter une esthétique cartoon, les personnages ont de vraies gueules que l'on peut en partie personnaliser. Quant au décor, leur design épuré rappelle Mirror's Edge en plus coloré. Malheureusement, la technique est loin d'être irréprochable. Les niveaux sont vraiment pauvres et monotones et les animations des personnages laissent à désirer. Ces soucis techniques ne sont malheureusement pas les seuls défauts de Brink. Son plus gros problème est son manque flagrant de contenu. Les 2 campagnes du mode solo, une pour chaque faction, se finissent en 8 petites heures, la norme actuelle. Cela n'aurait pas dû être grave, car Brink est un jeu multi. Sauf qu'il n'y a que 2 modes de jeu. Le mode objectif reprend les niveaux de la campagne solo, en remplaçant les bots par des adversaires humains. Quant au mode chrono, eh bien, c'est la même chose, sauf que les 2 équipes inversent leur rôle après un premier match. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a que 8 maps. Oui, vous avez bien entendu, 8 petites cartes. Du coup, Brink donne l'impression d'être plus une ébauche qu'un jeu complet. Ou alors un réceptacle pour de futurs DLC, ce qui serait vraiment malhonnête. Dommage, si l'idée d'un mélange entre Battlefield et Mirror's Edge est fameuse, le résultat final se révèle décevant. Le plaisir de jeu est néanmoins bien là, et les gunfights couplés aux acrobaties sont intenses bien qu'imparfaits. Si vous en avez assez des multis à la sauce Call of Duty, Brink fera votre bonheur, au moins durant quelques heures. Espérons seulement que les DLC ne soient pas trop nombreux, sinon la sensation de s'être fait pigeonner pourrait l'emporter sur le plaisir de jeu. La tour des fondateurs, et maintenant ça! Ils vont devoir payer! Allez, on sécurise le site du crash. Si on voit un ennemi, on le descend. Je l'ai trouvé trop fier en plus. Ah ouais, je suis content de moi là. Si vous aviez pu entendre le plateau précédent qui a été vidé à la corbeille par la censure de Alex Pilot, franchement, il a bien fait parce que sinon ça aurait fait un bruit pas possible, un fatras incroyable dans tout le milieu et j'aurais pu jamais trouver de travail. Tiens, une petite anecdote qui m'a bien fait rire. Récemment, j'ai travaillé pour des publicitaires russes. Oui, je sais, c'est pas banal, mais c'est comme ça. Nous vivons dans un monde international et il faut donc se prêter au jeu de l'internationalité. Pardon, excusez-moi. C'est la mondialisation ? Voilà, c'est dans d'autres termes la mondialisation. Merci, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Eh bien, figurez-vous que en publicité, j'avais une réaction. Le client demandait une réaction. Quelqu'un ouvre une canette, boit la canette, et on demandait une réaction de surprise lors de l'ouverture de la canette d'un des acteurs qui malheureusement n'avait pas été filmé. Et c'est là où on se dit que les réalisateurs de pub, ils sont super forts parce qu'ils ont une sorte de prestance face à l'adversité quand ils n'ont pas les rushs. C'est qu'ils regardent le client dans les yeux et ils disent « Nous verrons ça en son ». Et là, j'avoue que devant une telle mauvaise foi, je n'ai pu que m'incliner. Et pourtant, je m'évertuais à faire des raccords pour simuler la surprise. Mais là, ils m'ont mis par terre. Franchement, bravo. Je m'incline et du coup, je vous propose de regarder Oscillation qui sera sur Need for Speed 2, ma foi. Parce que c'est pas parce que je blablate de ma vie que j'en oublie mon travail. Je suis très en verbe aujourd'hui. Bonjour à tous. Notre thématique de la course continue aujourd'hui avec Need for Speed 2, deuxième volet de la série sorti en 1997.
La musique du jeu a été composée par Rom DiPrisco, un jeune compositeur canadien qui avait 25 ans à l'époque de la sortie du jeu. Il est indispensable de dire quelques mots sur Rom DiPrisco. Instrumentiste et compositeur, il a été très actif dans de nombreux domaines comme les remixes, le cinéma et la télévision. Il a notamment travaillé pour The Oprah Winfrey Show aux USA ou encore pour la série The Sopranos. Son rôle dans la série des Need for Speed est très important car il a composé la musique pour 6 volets de la franchise. Il est important de souligner que Rom DiPrisco veille à garder un lien étroit entre sa musique et le gameplay de Need for Speed 2. Notez que la bande sonore du jeu s'adapte à chaque circuit en changeant de style musical et d'instrumentation en fonction des décors et de l'emplacement géographique. Il est également important de mentionner que le joueur a la possibilité d'activer une option de musique interactive qui évolue avec ses choix et tient compte des événements pendant la course. La bande sonore de Need for Speed 2 peut d'abord être qualifiée d'efficace. Sans grande surprise, elle offre aux joueurs des rythmes agités et des lignes d'accompagnement entrelacées afin de souligner la rapidité de la course. Mais le principal atout de la bande sonore de Need for Speed 2 reste néanmoins sa richesse stylistique et timbrique. Chaque musique de circuit a en effet un style individuel et unique, et si on les écoutait toutes hors contexte, on pourrait presque croire qu'elles viennent de jeux différents. On y trouve des sonorités acoustiques comme des guitares, des voix, des flûtes traditionnelles, un orgue, ou encore un didgeridoo. Ces sonorités acoustiques sont mêlées à la grande variété de timbres très électroniques d'un synthétiseur. Rom DiPrisco va ici laisser libre cours à son imagination et employer aussi bien des sons très futuristes ou plus rétro. Son exploration des différents timbres va bien au-delà d'un emploi utilitaire. On peut clairement observer ici le souhait d'une recherche poussée jusque dans les derniers retranchements et un travail fin de samples, de rythme et d'atmosphère. Le troisième élément marquant de la bande sonore de Need for Speed 2 est bien sûr le métal. Dans certains des morceaux, il est omniprésent. Dans d'autres, il vient se mélanger à d'autres genres musicaux et évolue vers quelque chose de nouveau. Il est impressionnant de voir comment dès 1997 et à son très jeune âge, Rom DiPrisco réussit déjà à nous prouver que la musique d'un jeu de course ne doit pas être basique et répétitive. Il fait en effet preuve d'une grande inventivité et recherche musicale et donne à la bande sonore de Need for Speed 2 une véritable identité. Sachez que Rom DiPrisco a publié son premier album solo en 2010 et il est disponible en téléchargement gratuit sur son site. Profitez-en! Mais non, mais c'est vrai que c'était marrant de travailler pour les Russes. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. C'est dommage parce qu'il me reste encore un plateau avant de vous dire au revoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer
Alors là, pour le coup, je me souviens pas du plateau suivant, donc je me permets de regarder. Mais si, bien sûr, c'est Autoplay Sample. Donc pendant que vous allez regarder Autoplay Sample, moi je vais réfléchir à une dernière anecdote pour vous dire au revoir. Comme ça, on se quittera et on sera quitte à ce moment-là. That's Rally X. Speeding, racing, dodging, chasing. Lucky special, find those flags. Beat 'em, smoke 'em, trick 'em, choke 'em. Thinking radar, race contact. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay Sample. Aujourd'hui, on va parler des sorties d'albums, des intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Life, mais tout de suite, des concerts. Décidément, le quartier du Châtelet à Paris accueille de nombreux concerts de musique de jeu ces temps-ci, puisque le 22 mai, on a eu le concert de Hamauzu Masashi à la Cité de la Musique, et là, le 5 juin à 18h30, on va avoir un concert de Monsieur Romero, qui est le compositeur de la série Rift, de EverQuest, et aussi du tout dernier Might and Magic 6, celui sur lequel travaille Julien Pirou, que vous avez pu voir dans Extra Life d'ailleurs. Donc il va jouer des œuvres classiques, puisqu'à la base, il s'agit d'un festival de pianistes, donc il va jouer du Liszt, du Rachmaninov, du Gershwin, mais aussi des musiques issues du tout dernier Might and Magic. Alors voilà, si vous êtes fan, courez-y. Pas seulement si vous êtes fan de jeux vidéo, mais fan de classiques en général. Mega Drive Last Action Heroes. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est bizarre, on dirait une fusion entre la Mega Drive et le film avec Arnold Schwarzenegger, et non, ça n'a rien à voir. C'est une compilation d'OST de jeux Mega Drive qui n'étaient jamais sortis. Pas les jeux, hein, les OST. Donc on pouvait pas les trouver dans le commerce, ou bien on avait juste des démos dans des magazines, etc. Et du coup, tous les fans étaient très déçus. Et ils se demandaient où est-ce qu'on va pouvoir trouver les OST de ces jeux, et enfin, ça y est, vous allez pouvoir écouter les OST de Virtua Racing, Ristar, Comic Zone, mais aussi Pulseman, parce que Pulseman, même si c'est un jeu développé par Game Freak, il avait été édité par Sega à l'époque. Donc Pulseman, un espèce de jeu de plateforme un petit peu à la Megaman, mais en vachement plus survolté. Et là, on pouvait entendre déjà les compositions de Monsieur Masuda, qui a ensuite composé les bandes originales de Pokémon. Game Freak, ce ne sont pas que des jeux Pokémon et des jeux sur Nintendo. Là, vous venez de voir un jeu Mega Drive, il y en avait aussi eu un sur PlayStation par exemple, qui s'appelle Click Medic. Pour la deuxième sortie d'album, on va parler de Parasite Eve 1 et 2. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi? C'est déjà sorti. Oui, on en reparle parce que cette fois-ci, ça sort sous forme de coffret à l'occasion de la sortie du troisième épisode qui s'appelle The Third Birthday. Alors Parasite Eve, voilà, le jeu est très connu puisque c'était un RPG un peu horrifique, un peu action. On n'avait pas trop vu ça à l'époque de la PlayStation 1. Et ensuite, parce que les musiques ont été composée par Shimomura Yoko, donc la compositrice des musiques de Kingdom Hearts, Legend of Mana, Street Fighter, enfin elle a travaillé un petit peu sur Street Fighter et on a déjà beaucoup parlé d'elle dans l'émission. Donc sur Parasite Eve, pourquoi cette bande originale est un petit peu spéciale? C'est parce que là on avait, contrairement à ce qu'elle faisait d'habitude, un style techno beaucoup plus froid, parce que voilà, c'est un RPG inquiétant, ça se passe à New York, beaucoup dans les égouts, etc. et on affrontait des créatures horribles, donc c'est voilà, pour créer une ambiance de peur. Et on retrouve aussi des chansons avec une chanteuse d'opéra, car la protagoniste, donc l'héroïne Aya, se battait contre Eve, enfin quelqu'un qui avait été possédé par des mitochondries, qui était une chanteuse d'opéra. Donc on a ça, et je crois qu'il y a même un oscillation dessus qui vous explique les histoires de voix synthétiques de la chanteuse d'opéra, donc voilà, je vous invite à aller regarder ça. Bon, c'est bien tout ça, on a parlé de jeux rétro et là on va parler de quelque chose d'un petit peu plus récent avec Echochrome 2 qui est sorti sur PlayStation 3. Alors peut-être vous avez déjà vu la critique sur No Life, c'est moi qui l'avais faite d'ailleurs. C'est un jeu où on contrôle la source lumineuse et non pas le personnage qui est à l'écran, enfin c'est un petit peu compliqué à expliquer, voilà, je vous invite à regarder la critique. Pour ce qui est des musiques, elles ont été composées par Sakamoto Hideki, le même compositeur que pour le premier épisode, et cette fois encore il utilise un orchestre, oui un orchestre, avec principalement des cordes et un piano. Donc pour le premier épisode, c'était juste un quatuor, cette fois-ci c'était un petit peu plus, 7 ou 8 il me semble, j'avais vu ça pendant les enregistrements qui avaient été retransmis sur Ustream d'ailleurs. Donc, pour en revenir à nos moutons, la bande originale d'Echochrome 2, elle a comme particularité d'être la bande originale la plus longue du monde, enfin pas la bande originale la plus longue du monde, mais le morceau de jeu vidéo le plus long du monde, et c'est même passé dans le Guinness Book des records. Pourquoi? Parce que ce morceau fait 75 minutes, alors là vous me dites...
75 minutes pour un morceau de jeu, c'est bizarre parce que de toute façon on va perdre, donc on va entendre que le début. Et non, justement, c'est fait pour éviter cela. C'est-à-dire que comme c'est un jeu où on perd beaucoup et on recommence 36 fois le même niveau, on n'a pas envie d'écouter la même musique, sinon ça devient lassant, on éteint la console, etc. Donc ils ont trouvé un système où la musique se lance quand on allume le jeu, et elle continue. On a beau perdre, la musique continue, et du coup voilà, on n'est pas lassé par la musique qui recommence tout le temps. Donc c'est très particulier, et comme système, et aussi la musique en elle-même, elle est très spéciale et ça s'accorde vachement avec tout l'univers graphique du jeu, ça forme un tout, c'est magnifique, c'est beau et moi j'adore. Ce mois-ci, dans les intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Live, vous allez voir un truc un petit peu bizarre. J'imagine que vous connaissez tous le jeu Dance Dance Revolution, ainsi que le dernier épisode qui sort sur console de salon avec Kinect, donc Xbox 360, donc avec trucs jolis, défis, etc. Et chez Konami, il y a des employés, ils se sont dit on va se taper un délire, on va prendre Robbie, là, le lapin de Silent Hill, celui qui a plein de sang partout, et on va le faire danser, ça va être super top kawaii, décalé, mignon. Et ils l'ont fait. Et comme chez Konami, il y a des gens, ils nous aiment bien, et ben ils nous l'ont envoyé. Donc voilà, là on regarde un lapin mignon rose qui danse avec plein de sang. Et oui, nous aussi on est content quand Konami nous envoie des cadeaux, surtout quand c'est un petit peu bizarre comme ça, moi j'aime bien les trucs bizarres. Pour la deuxième intro, ça va être encore un truc Konami, j'ai pas fait exprès, ça va être celle de Gradius 2 sur PC Engine. Alors Gradius 2, c'est un peu compliqué parce qu'on a le premier Gradius, ensuite il y a Gradius 2, il y a Salamander qui est non pas la suite mais un spin-off, et après ça a été renommé, donc en Europe il y en a un qui s'appelle Life Force, il y en a un autre qui s'appelle Vulcan Venture, etc. C'est un petit peu compliqué tout ça. Donc là, c'est un jeu qui n'est sorti qu'au Japon puisque c'est sur PC Engine, c'est des ROM, Gradius 2, et on a une intro en pixels, et c'est bien les intros en pixels parce que c'est pas comme les intros en dessin animé qu'ils faisaient avant avec un encodage pourri, ce qui fait que l'encodage il reste pourri, et là on a des beaux pixels bien carrés, et c'est joli. Et même 15 ans, 20 ans après, c'est joli. Ah, Gradius 2, l'espace, les super musiques et des ennemis tout bizarres, organiques comme ça, puis il y a des moaïs, attention dedans, hein, c'est la classe. J'adore Gradius, mais j'arrive pas à y jouer, je passe pas le premier niveau, c'est comme Megaman, je passe même pas un écran en fait, c'est assez catastrophique, plus que Marcus. Bon, je vais pas aller m'entraîner, mais en attendant, je vous dis à dans 2 semaines. That's Rally X. That's Rally X. On me dit que Autoplay Sample est déjà fini, je n'y crois pas un instant, pourtant normalement Anne a beaucoup plus de choses à dire que ça. Vais-je devoir être ridicule une fois de plus devant cet objet que l'on nomme caméra et n'avoir rien d'autre à vous dire que au revoir? Probablement. Probablement. Si je vais vous dire quelque chose. Je vais pas à Annecy cette année, j'en suis très triste. Voilà. Au revoir. 会ったこともない子供たち